Et après la musique, place à l'histoire. L'histoire des Juifs de France, c'est tous les jours sur Radio J en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous allons reprendre notre portrait d'Esther Lachman, plus connue sous le nom de la Païva. Alors dans la première partie, nous avons parlé de sa naissance en Russie, de parents juifs polonais au début du 19e siècle. À l'âge de 18 ans, elle débute une vie rocambolesque. Elle est mariée à un homme avec lequel elle a un enfant et qu'elle quitte du jour au lendemain pour rejoindre Paris et devenir prostituée. Elle accroche beaucoup d'hommes à son tableau de chasse et tous ont comme point commun, Christophe, d'avoir des titres de noblesse, des relations haut placées et la plupart du temps, le portefeuille bien rempli. Oui, en gros, vous avez parfaitement résumé effectivement le profil type, le portrait robot de l'homme qui peut séduire la Païva, le musicien Henri Herz qui lui permet de rencontrer des personnalités du monde des lettres, Esther qui dilapide sa fortune, qui se réfugie à Londres et là effectivement elle collectionne les aristocrates anglais, puis elle rencontre donc le marquis des Argentés portugais Albino Francisco de Païva et elle l'épouse, prend le titre de marquis, s'installe dans un hôtel particulier à Paris et le jette du jour au lendemain aux orties, si l'on peut dire, en lui demandant de rentrer au Portugal. Mais bien sûr, elle garde le titre de marquise l'hôtel particulier. Pas bête la guêpe. En 1852, Esther Lachman rencontre le comte Guido Henkel von Donnersmarck. C'est un Prussien très riche et son argent va financer le somptueux hôtel particulier construit de 1856 à 1865 au 25 avenue des Champs-Élysées. Et 10 millions de francs or qui sont déboursés. Esther Lachman qui recrute en fait des jeunes artistes sortis d'école des beaux-arts pour les peintures et les sculptures. Comme ça coûte quand même un petit peu moins cher. La Païva qui aurait d'ailleurs servi elle-même de modèle à plusieurs nus, plusieurs œuvres, notamment une peinture du plafond du grand salon et plusieurs statues à l'extérieur comme à l'intérieur de l'hôtel particulier. Ces nus, ce serait donc la Païva elle-même. Alors d'ailleurs, on a fait une visite guidée de cet hôtel particulier dans le précédent numéro, si vous souhaitez la retrouver. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois l'hôtel particulier achevé, la Païva y tient salon et organise des dîners hebdomadaires où elle reçoit ses amis, que des hommes venus de tous les horizons. Les fidèles Théophile Gautier et Émile de Girardin viennent souvent. On peut croiser aussi l'homme politique opposant à Napoléon III, Léon Gambetta, le peintre de la Croix, ou bien encore les écrivains Sainte-Beuve et les frères Goncourt. Les frères Goncourt qui ne sont pas très sympathiques, même s'ils sont des invités réguliers, car après avoir qualifié cet hôtel particulier de Louvre du cul, voilà, ils ne vont pas être tendres dans la description qu'ils vont faire de la Païva. Écoutez un peu. Une chair blanche, de gros yeux ronds, un nez en poire avec un méplat de kalmouk au bout, un nez aux ailes lourdes, la bouche sans inflexion, une ligne droite couleur de fard dans la figure toute blanche de poudre de riz. Bon, déjà c'est pas très sympathique, mais ça va pas s'arranger. Là-dedans des rides que la lumière dans ce blanc fait paraître noir et de chaque côté de la bouche un creux en forme de fer à cheval qui se rejoint sous le menton qu'il coupe d'un grand pli de vieillesse. Une figure qui, sous le dessous d'une figure de courtisane encore en âge de son métier, à 100 ans, et qui prend par instant je ne sais quoi de terrible d'une morte fardée. Donc c'est pas du tout leur style de femme, quoi. Alors ce n'est pas une description très flatteuse, effectivement, mais il est vrai aussi qu'il existe peu de portraits de la Païva. Elle a refusé de se laisser photographier car en fait elle détestait son visage. Mais oui, regardez sur Google Images, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de photos d'elle et que quand il y a des photos d'elle, parfois elle est de dos, carrément. Donc effectivement, c'est un peu spécial. Certains décrivent effectivement un visage aux traits mongols et un témoin raconte que ses lèvres ressemblent à un divan rouge aplati par le cul d'un pacha. Je vous laisse prendre le temps de vous faire l'image. En revanche, paraît-il, elle a un très beau corps. Bon, ça c'est utile pour le métier qu'elle faisait surtout. Ce n'est pas faux. Les descriptions de l'époque insistent surtout sur la grande culture de la marquise qui parle plusieurs langues. Ces dîners où on parle art et littérature, effectivement, sont très prisés. Et oui, l'esprit effectivement de la Païva, femme intelligente, qui pourtant est autodidacte, elle part de rien, qui ont lieu dans la salle à manger avec la grande desserte d'ébène, les grands chandeliers, les grandes torchères d'argent, avec des services de table bien sûr des plus raffinants et très chers. L'écrivain Arsène Housset, l'un des habitués, écrit « L'art, la littérature, l'éternel féminin éclataient sur la table comme les topazes du vin de Champagne, les perles du vin du Rhin et les rubis de tous les châteaux du Bordelais. Jamais les gens de lettres et les artistes n'avaient été plus royalement fêtés. La causerie à l'hôtel Païva était toujours étincelante, imprévue,
ruisselant d'inouïsme. Le comte von Donnersmarck achète aussi pour la marquise de la Paiva le château de Pontchartrain dans les Yvelines. Les serfs du château pourvoient l'hôtel des Champs-Élysées en légumes et en fruits frais. Et malgré 2 magnifiques châteaux, la Paiva, qui aime le luxe, on l'a bien compris, n'est pas satisfaite. Elle en veut toujours plus. Alors, elle décide également, en poussant bien sûr son mari, de faire construire en Pologne, dans la région de Haute-Silésie, une vaste demeure, le château de Nödek, sur un domaine qui appartient déjà à son compagnon, donc le comte de Donnersmarck, et sur lequel existe d'ailleurs déjà un château. Mais dès le départ, il y a un problème. La totalité des souterrains autour du lac du parc est constituée de sols boueux et humides. Exactement, et à cause de son importante nappe phréatique, l'emplacement ne permet pas la construction de fondations. Il faut donc affermir et assécher le terrain pour pouvoir construire le château. Ne m'en demandez pas plus, déjà quand je plante une vis avec un marteau, c'est compliqué. Pour cela, 10 000 troncs de chêne vont être posés au sol, du béton va être coulé sur la construction et l'ensemble est recouvert d'une épaisse couche de plomb de 10 cm d'épaisseur. Vous voyez, avec la Paiva, rien n'est impossible. La direction des travaux de la demeure de style néo-baroque est d'abord confiée à Pierre Manguin qui a réalisé l'hôtel du 25 avenue des Champs-Élysées, puis à l'architecte en chef du nouveau musée du Louvre. Il faudra au final 7 ans pour arriver au terme des travaux. Présentant une grande façade avec des pierres blanches et de la brique, le château s'ordonne autour de jardins pourvus de grandes statues de bronze encadrant des escaliers et amenant vers des bassins dans l'esprit du jardin des Tuileries à Paris. Comme pour l'hôtel particulier de l'avenue des Champs-Élysées, bien sûr les meilleurs artisans sont sollicités. La maison Christoffel qui exécute de très importants éléments de décor intérieur. Les artisans français qui forcément mettent du temps à l'ouvrage, tout réalisé, comme par exemple une rampe, une balustrade, de l'escalier de fer forgé et bronze orné de pans sculptés. Ce château et son parc, parmi les plus beaux de l'Empire allemand, il faut le dire, font plus de 150 hectares en tout et sont surnommés à l'époque le Petit Versailles. Ce qui donne effectivement une idée de la grandeur de tout ça. Le château qui dispose de 99 chambres, 34 suites, 5 importantes salles, rien que ça. La pièce la plus grandiose, c'est sans doute la salle de bal, des galeries, des tapisseries, des mosaïques, un revêtement mural en malachite et de grandes peintures murales. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, le couple se retire au château de Pontchartrain. L'année suivante, après la victoire de l'Allemagne contre la France, le comte von Donnersmarck et la Paiva se marient dans une église luthérienne de Paris. Et là, elle devient la comtesse von Donnersmarck, ne dit plus donc marquise. Mais si vous avez bien suivi, justement, elle est encore mariée officiellement au marquis de la Paiva, qu'elle a épousé 20 ans plus tôt. Il lui a permis de devenir marquise. Finalement, c'est pas difficile. Ce mariage est annulé et comme son premier mari, le mari portugais, ruiné, le pauvre, se suicidera après être revenu en France. À noter qu'à cette période, le comte von Donnersmarck est gouverneur d'Alsace et de Lorraine, passé sous domination allemande après la victoire contre la France. Et la connaissance de la Paiva des milieux parisiens fortunés facilite le remboursement anticipé par la France de l'indemnité de guerre de 5 milliards de francs or qu'avait exigé Bismarck après la guerre de 1870. Le château de Nödek dont vous parliez est d'abord pensé comme une très chic résidence secondaire, mais la Paiva est finalement contrainte en 1877 de quitter la France et de s'exiler en Silésie. Et oui, elle a voulu profiter de la parenté du comte avec le chancelier allemand Bismarck et de son amitié avec Gambetta, l'homme fort de la Troisième République en France, pour négocier, pour établir un rapprochement entre la France et l'Allemagne. Mais cette tentative a échoué et on l'a accusé d'espionnage. Alors direction, la Silésie et son château, terminé Paris. Et justement, c'est dans ce château de Nödek qu'elle meurt à seulement 65 ans en 1884. Le château de Nödek, qui devient ensuite le domaine de chasse de l'empereur Guillaume II, n'existe plus. Incendié par l'armée rouge en 1945, il a été détruit en 1961. En revanche, comme vous l'avez dit, l'hôtel de la Paiva lui existe toujours. Vendu à un banquier berlinois à la fin du 19e siècle, un ancien cuisinier du Tsar y installe un restaurant pendant quelques années. Bien sûr, au fil des rachats, le mobilier est en partie dispersé aux enchères et depuis plus d'un siècle, il faut le savoir, cet hôtel de la Paiva appartient au Travelers Club. C'est un club privé anglais uniquement réservé aux hommes. Depuis 1980, l'hôtel de la Paiva est classé au titre des monuments historiques. N'hésitez donc pas, bien sûr, à le visiter. Nous n'y manquerons pas. Merci beaucoup, Christophe. La Paiva, cette femme au destin incroyable.